Bienvenue à toi, cher automobiliste, à la recherche de sa prochaine voiture. Et oui, maintenant je tutoie. Sur mes accompagnements et sur mes consultings, 95% du temps, ça se finit en tutoiement. Donc je voyais pas pourquoi ce serait pas pareil en vidéo désormais. Donc on est à bord du Nissan Qashqai 2026 e-Power, full hybride, la voiture électrique qui ne se recharge pas. Et donc ce Qashqai e-Power, je l'avais déjà essayé, c'était les tout débuts de la chaîne, toujours avec cette technologie e-Power. Je ne l'ai pas essayé en mild hybride, ce Qashqai là. Et à l'époque déjà, je lui avais trouvé certaines qualités, notamment cette utilisation de l'hybride qui est assez particulière. On a un moteur thermique qui sert de générateur, ici c'est un 3 cylindres turbo, qui va alimenter le moteur électrique, qui va nous permettre de tracter le véhicule. On a 205 chevaux et de la conduite full électrique constante, avec un son moteur qui sera plus ou moins prononcé selon la demande que vous allez faire, mais on a vraiment une conduite en voiture électrique. Donc ça avance, c'est plutôt intéressant, mais on va le voir, je trouve que les cas de figure et les cas d'usage sont assez limités. J'y reviens vraiment dans quelques instants. Et donc quand on parle de l'extérieur, ce Qashqai, il a évolué, il a été restylé. Et maintenant, il a beaucoup plus de personnalité. Il commence à s'imposer un peu plus sur la route. Et lorsqu'on le croise avec cette calandre-là qui ressemble au casque de samouraï japonais, ça fait son effet. Et c'est plutôt bienvenu comme modification parce que la première itération de cette génération de Qashqai a été plutôt quelconque. À l'arrière, les phares deviennent translucides façon Lexus des années 2000. Tu aimeras, tu n'aimeras pas, ça sera à toi de voir. À l'intérieur aussi, pareil, pas de grands changements par rapport à ce que j'ai connu en 2023. Quelque chose que j'aime beaucoup dans cet habitacle, c'est la présence de boutons quasiment partout. J'ai un bouton, une fonction. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Et c'est pas que la climatisation, c'est aussi une réglette de volume. Je peux régler la luminosité de mon tableau de bord avec des boutons. Pas besoin d'aller dans l'écran tactile pour faire ça. Et l'écran tactile, lui, maintenant, il change pas beaucoup, toujours aussi réactif. Et il a les services de Google intégrés. La plupart des marques maintenant commencent à abandonner de plus en plus leur solution de maison pour le GPS et pour le système d'exploitation. Ils confient ça de plus en plus à Google. En termes de service et de réactivité, c'est une bonne chose. En termes de vie privée, ça reste à discuter. Et sinon, concernant le reste de l'habitacle, la voiture souffre des mêmes écueils que j'avais déjà énoncés il y a 2-3 années quand même, ouais, 2-3 années. C'est-à-dire une assise assez ferme, un confort plutôt typé, rigide. Le plus important ici, c'est de parler de ce qui se passe sur la route. Est-ce que cette voiture tient ses promesses en termes d'agrément et de consommation? On ne parle pas de consommation, avec cette voiture, on nous promet un plein de 1000 km. Plus de 1000 km en tout cas. J'ai pas pu le tester parce que j'ai pas eu assez de temps pour le faire, mais j'ai quand même pas mal roulé. En 3 jours, j'ai fait presque 400 km. Le tiers s'est passé sur autoroute à 130. Je m'attendais vraiment à des gains de consommation assez élevés. Et je te le dis d'avance, là-dessus, je suis un petit peu déçu. Maintenant, en termes d'agrément, c'est juste génial parce qu'on conduit réellement une voiture électrique qui ne se recharge pas. On est constamment sur de l'énergie électrique. On a un couple instantané, très puissant, qui marche bien en ville. On n'a aucun souci à dépasser, à s'insérer. On a quelque chose de très agréable, c'est lié avec une direction qui est plutôt fluide. Pas d'information dedans, c'est un SUV, mais la direction est fluide, elle est correcte. Et concernant l'amortissement et les suspensions, pareil, la voiture est bien suspendue. Elle n'est pas dynamique, mais elle est bien suspendue. Et ça fait du bien. On est sur des standards qui redeviennent appréciables. J'ai essayé beaucoup de voitures chinoises ces derniers jours, ces dernières semaines, avec de retrouver un toucher de route plutôt intéressant. Ça fait du bien. Et cette voiture est vraiment très agréable à conduire. Elle n'a pas une grande personnalité. Elle ne va pas vous mettre la banane ni le sourire lorsque vous allez la prendre. Par contre, elle va vous amener d'un point A à un point B sans vous plaindre de quoi que ce soit au niveau de sa façon d'être conduite, d'être pilotée, si vous préférez ce mot-là. Par contre, niveau freinage, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer. On a 2 modes de récupération de freinage, on va dire. On a le mode B de la boîte, qui va appliquer un frein moteur assez fâché. Et on a le mode e-pédale. Alors le mode e-pédale, j'arrive toujours pas à bien l'optimiser. La zone de tampon entre l'accélération et le freinage est assez compliquée à gérer. Les freinages sont puissants, certes. Ça ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. On va tester le feu passe au rouge, on teste. Donc là, j'essaye de gérer. C'est surtout les derniers mètres qui sont un poil compliqués à gérer. Et vous voyez, là, j'ai lâché la pédale. On va pas jusqu'à l'arrêt. Il faut derrière rajouter sa touche sur le pédale de frein pour s'arrêter. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et le gros point de la vidéo, la consommation. Les 400 km que j'ai parcouru, il y a eu beaucoup d'autoroutes. Donc les chiffres que je vais vous donner sont à pondérer. Depuis que j'ai pris le véhicule en main et que j'ai remis les compteurs à zéro, j'ai une moyenne à afficher à l'ordinateur de bord de 6 litres au 100. Donc 6 litres au 100, c'est plutôt correct, surtout avec 130 km d'autoroute. Mais par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que ce véhicule a besoin d'un rodage? Au mieux, en roulant en ville, je peux tomber à moins de 4 litres au 100 en ayant le pied vraiment léger.
Sinon, généralement, avec une éco-conduite modérée, on tourne à 4,5, 4,7 litres au 100. Je suis un petit peu déçu parce que les essais que j'avais lus jusqu'ici de cette nouvelle version-là, qui passe à 205 chevaux grâce à une modification du régime moteur, etc., on avait de bien meilleures consommations sur autoroute. Surtout que la version hybride, elle n'est pas forcément donnée. Ça commence à partir de 38 000 € pour une hybride sur ce Qashqai. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix usage du marché actuellement, même si la proposition est plutôt séduisante sur le papier. Maintenant, on en voit beaucoup rouler. Il y a aussi pas mal de belles affaires à se faire sur les modèles qui sont en stock. Sur le site internet de Nissan, j'ai un abonné que j'ai croisé en mai, d'ailleurs je le salue s'il regarde la vidéo, qui avait sur un X-Trail eu une remise de plus de 10 000 €. On parlait d'un modèle qui était affiché à 52 000 € au catalogue, qu'il a touché à 38 000 € à la fin, grâce à une remise très agressive de la part de la concession Nissan concernée. Donc, concernant ce Qashqai, allez en concession parce que si vous avez des remises sur les prix frontaux, vous aurez probablement aussi des remises sur les leasings. Et donc ce Nissan Qashqai, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que j'en pense? C'est une voiture qui roule bien, qui est confortable, qui est plutôt bien sonorisée. C'est une proposition qui marche bien, mais qui aura du mal à faire son trou de manière assez massive sur le marché malgré le restylage. Il faut dire que la concurrence chinoise avec des propositions plutôt délirantes continue à donner du mal à ce genre de proposition, qui n'est pas mauvaise en soi, mais le rapport qualité-prix, même si l'équipement est complet, j'en ai pas parlé, mais l'équipement est absolument complet. Là, je suis en milieu de gamme et j'ai tout. J'ai la conduite semi-autonome du niveau 2 qui marche tant bien que mal, c'est pas la meilleure du marché, elle hésite un petit peu des fois dans les courbes. Le pare-brise chauffant, les sièges chauffants, le volant chauffant, dès le milieu de gamme N-Connecta. Donc c'est bien équipé, ça a toujours été le cas chez Nissan, mais ça commence à devenir presque insuffisant par rapport à la concurrence qui arrive très vite. Le Jayco 7, hybride ou PHEV, est quand même meilleur en termes de proposition de rapport qualité-prix. Maintenant, restera à voir la fiabilité. C'est tout pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, soutiens la chaîne, tu likes, tu t'abonnes, tu partages si possible. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Davy, sois béni. Peace.